bonjour, merci de nous recevoir ici au Conseil départemental du Val-de-Marne. Quelles études avez-vous fait pour être amené à travailler dans ce milieu de l'aide sociale à l'enfance et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter dans cette voie et de faire ce métier-là? Alors, à l'origine, ce sont des études de droit, voilà, tout simplement, j'allais dire, une licence de droit qui est maintenant un petit peu ancienne, puisqu'elle date de 1978. Et l'idée, c'était, à l'origine en tout cas, de m'occuper de tout ce qui pouvait être proche du social, de l'humain. Donc, à l'origine, plutôt des missions de DRH. Et puis ensuite, j'ai souhaité rentrer dans la fonction publique territoriale par rapport à l'intérêt de l'ensemble des missions qui peuvent être proposées dans ces domaines. Cet énorme marché de l'emploi qui est la fonction publique territoriale, donc sur tout le territoire français, avec toutes des fonctions de direction, de chef de service, encore une fois dans tous les domaines, puisque le droit mène vraiment à tous ces domaines. Et pourquoi la protection de l'enfance? Parce que je suis encore une fois très attirée par tout ce qui est aide aux personnes, aide aux enfants et aide à la famille de façon un petit peu plus globale. Vous avez été inspectrice donc à l'aide sociale à l'enfance. Pouvez-vous nous parler rapidement de vos fonctions, quelles étaient-elles et ce qui vous a le plus plu dans ces missions? Alors effectivement, j'ai été presque 7 ans inspecteur de l'enfance. Alors ce sont des missions absolument passionnantes. Enfin, vraiment, j'en parle avec un grand plaisir parce que je crois que quand on apprend sur les autres, on apprend beaucoup sur soi-même. Et que c'est des missions qui sont extrêmement valorisantes et où on apprend l'humilité. Parce qu'en fait, on a un tel pouvoir de décision quand on est inspecteur qu'il faut sans arrêt se dire... Quelle est la meilleure décision pour cet enfant, pour cette famille? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que j'ai les bonnes informations? Donc voilà, c'est encore une fois quelque chose de tout à fait passionnant. Mais pour être un petit peu plus précise, les fonctions d'inspecteur de l'enfance sont dans 2 grands domaines, domaine judiciaire et domaine administratif. Dans le domaine judiciaire, il s'agit en fait d'exécuter les décisions des juges pour enfants, décisions de placement, décisions... d'AMO, autrement dit aide éducative en milieu ouvert, donc toutes les fonctions, encore une fois, éducatives. Et en matière administrative, donc là, c'est l'inspecteur qui décide lui-même des décisions qu'il va prendre et qui les exécute. Donc c'est la même chose, c'est des placements, mais administratifs, donc avec l'accord de la famille, des mesures d'AED, aide éducative à domicile, où l'enfant ou le jeune reste dans sa famille avec la présence d'un éducateur donc pour l'aider dans toutes les missions éducatives. Et puis bien sûr les contrats jeunes majeurs, que seul, encore une fois, l'inspecteur décide entre 18 et 21 ans. Donc un milieu très riche, très humain, comme vous l'avez dit. Je suppose qu'au titre de vos fonctions d'inspectrice et puis dorénavant en tant que chef de projet ici au département, vous travaillez avec énormément d'acteurs de la protection de l'enfance. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Quels acteurs? Quel type de projet? Alors effectivement, c'est aussi un intérêt. L'intérêt, c'est d'aider les jeunes et les familles, mais l'intérêt, c'est effectivement, et vous le soulignez très justement, la pléthore de partenariats qui existent. Alors bien sûr, déjà en interne, avec l'ensemble des administratifs qui travaillent ici, des éducateurs, de tous les responsables des établissements, qu'ils soient publics ou associatifs, de travailler avec toutes les grandes institutions, puisqu'on travaille bien sûr avec la préfecture, ça va de soi, avec la PJJ, bien évidemment, avec les tribunaux, donc des grandes institutions avec lesquelles on a la plupart du temps signé des protocoles, donc ce qui nous permet effectivement de pouvoir travailler de façon extrêmement constructive. Et puis il y a aussi tout le milieu associatif qui est donc extrêmement riche, extrêmement intéressant, extrêmement passionnant, parce que ce sont vraiment des personnes qui travaillent avec beaucoup de conscience, beaucoup de motivation et qui sont toujours prêtes à innover, toujours prêtes à entamer de nouveaux projets. Et c'est tout à fait passionnant, encore une fois, de travailler avec eux. Avez-vous des idées, des exemples de projets que vous avez pu mener avec le milieu associatif? Peut-être nous en dire quelques mots, s'ils sont toujours d'actualité, quel public ils concernent? Oui, alors bien sûr. En fait, je me suis spécialisée, si je peux dire ainsi, dans la politique jeune majeur. Donc, pas seulement les 18-21 ans, mais les 16-21 ans.
On commence un petit peu avant le contrat jeune majeur, puisque bien évidemment tout ce qui concerne le domaine professionnel et la future vie professionnelle de ces jeunes doit être déterminé avant la majorité, donc 16-21 ans. Et c'est vrai donc que le conseil départemental a pu répondre à un certain nombre d'appels à projets et de projets donc, qui ont été diversement financés. Donc il y en a eu 3 à ce jour. Le premier, c'était Road 94, donc un projet qui était financé par le Haut Commissariat à la jeunesse, Monsieur Martin Hirsch. Le deuxième, le projet Agit. Et le troisième, celui qui est en cours, le projet Réagit. Donc chaque fois ces projets ont le même objectif. En fait, c'est comment faire pour que les jeunes, au sortir de nos dispositifs, qui sont des dispositifs très protecteurs, puissent avoir la meilleure autonomie possible et le plus d'atouts pour réussir leur vie sociale, professionnelle et personnelle. Donc comment se met en place un partenariat avec le milieu associatif? Comment se déroule un tel partenariat? Alors en fait pour nous, en tout cas pour moi, ce qui me semble important, c'est que les partenaires soient égaux autour du projet. Ça me semble extrêmement important. C'est pas le financeur qui décide et l'association qui exécute ce que le commanditaire lui a demandé. Je pense qu'un projet, ça doit se co-construire en permanence, même si l'idée d'origine, bien sûr, peut être celle du département. Ça peut aussi être une association, il s'est arrivé, qui viennent nous voir en disant, ben voilà, on a tel projet, est-ce qu'il est possible effectivement de mettre en place un partenariat, une convention par rapport à cela. Donc je le redis, c'est quelque chose qui se co-construit, c'est-à-dire on part d'une idée d'origine et chacun est à égalité et construit dans des comités de pilotage, dans des réunions, le projet ensemble. Et ce projet, il évolue aussi par rapport au fait que ça réponde ou pas aux questions du public, aux besoins des professionnels. Et il est important effectivement qu'il évolue au fur et à mesure des années, qu'il ne reste pas statique. Et je pense que c'est ça aussi la réussite d'un projet. Alors moi je représente du coup le Rotary et le Rotaract au sein des foyers avec France Parrainage, et je fais le lien en fait entre du coup les jeunes du foyer et les membres des clubs. Le Rotary, c'est une association, on va dire, de façon très simple, qui œuvre pour la paix, pour des actions sociales, par micro-système d'association. Donc en fait, il y a 1 200 000 membres au total dans le monde, on est dans 200 pays, et il y a des actions donc, internationales, européennes, nationales, et après de proximité. Chaque club a son autonomie, chaque club peut faire des actions soit de proximité, internationales, etc. Et chacun choisit en fonction des membres du club ce qui va se passer. Donc moi je représente dans mon club, je suis rattachée du coup au club Paris-Champs-Élysées et je m'occupe de l'action France Parrainage au sein de mon club. C'est moi qui anime du coup, qui recrute les bénévoles et qui fait en sorte qu'au foyer il y ait assez de parrains et de marraines pour que les jeunes puissent être accompagnés par la suite dans le réseau Rotary. Et je fais un échange de programmes. Donc il y a le programme Rotary qui est ouvert aux jeunes qui sont des foyers et l'animation des foyers du coup est ouverte évidemment aux Rotaraction. Donc du coup on a des jeunes qui viennent sur les actions comme on a fait la banque alimentaire, donc on a des jeunes qui sont venus bénévolement sur les actions Rotary pour participer. Et à l'inverse, là en ce moment on a des cours d'art au foyer, et du coup les Rotaraction viennent bénévolement au foyer pour faire des cours d'art et pour du coup former des bénévoles. Parmi tous ces jeunes, avec qui vous travaillez en lien avec le milieu associatif, je suppose que vous travaillez pour les mineurs non accompagnés. Pouvez-vous peut-être nous définir ce qu'est un mineur non accompagné et nous expliquer comment on peut peut-être les aider ici au département du Val-de-Marne? Quelle mission, quel projet? Oui, alors effectivement, c'est une partie très importante de notre travail actuellement. C'est vrai que nos missions ont un petit peu évolué depuis quelques années, puisque si je reviens un petit peu en arrière, il y a 5-6 ans, on accueillait relativement peu de MNA, qu'on appelait d'ailleurs pas des MNA à l'origine, mais des MIE, mineurs isolés étrangers. Pourquoi isolés étrangers? Parce que sans autorité sur le territoire français, c'est la définition en tout cas juridique, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de parents, mais ils n'ont pas ses parents ou cette autorité sur le territoire français. Donc effectivement, quelqu'un doit se substituer à cette autorité, et donc c'est les services de l'aide sociale à l'enfance qui ont cette mission et ce privilège. Donc pour en revenir un petit peu aux années précédentes, on accueillait effectivement des mineurs isolés, mais pas en aussi grand nombre qu'aujourd'hui. Et ces jeunes, en tout cas sur nos dispositifs jeunes majeurs, puisqu'ils sont essentiellement
majeur ou proche de la majorité, représente à peu près entre 60 à 70% de nos effectifs, ce qui est pour nous effectivement une autre façon de travailler, d'autres missions, une formation aussi pour les travailleurs sociaux à avoir, notamment sur tout le passé, l'histoire de ces jeunes, mais aussi le droit qui concerne le droit des étrangers qui est extrêmement particulier, qui change beaucoup, qui évolue beaucoup. Il y a un certain nombre de circulaires, notamment sur l'année 2016. Donc tout ça bouge beaucoup. Et le département du Val-de-Marne a fait le choix l'année dernière de mettre en place donc, un service uniquement dédié à ces MNA, avec un inspecteur, encore une fois, à la tête de ce service. Toujours en 2016, le département du Val-de-Marne a fait le choix également de faire un appel à projet pour que des structures d'accueil, d'hébergement répondent à cet appel à projet pour permettre un accompagnement plus diversifié, plus particulier, plus adapté à ces publics. Et nous avons notamment 5 grandes associations qui travaillent avec nous autour de l'accueil de ces jeunes. Pour compléter également mon propos, en 2017, donc cette année, là à partir de janvier, on met en place également une équipe enfance, donc que des éducateurs qui sont dédiés à l'accueil et à la prise en charge de ces MNA. Et cette structure donc, voit le jour là actuellement à Créteil et donc est en train de se construire sur le premier trimestre de cette année avec 21 éducateurs, un chef de service et un chef de service adjoint. Donc vous voyez les moyens énormes que le département du Val-de-Marne met en place justement parce que cette population arrive en nombre parmi nos effectifs. Donc vous l'avez dit, une année 2017 qui s'annonce très riche en matière d'initiatives pour ce public très particulier que constituent les mineurs non accompagnés. L'année 2016 a aussi été assez riche en termes notamment législatifs. Un décret du 24 juin 2016 a établi une clé de répartition territoriale pour ces mineurs non accompagnés. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Et cette clé de répartition a-t-elle été bénéfique pour le département du Val-de-Marne où vous travaillez? Alors effectivement, on l'attendait avec impatience. Il y avait déjà eu un premier décret, enfin une circulaire plus exactement, mais qui avait un petit peu de mal à se mettre en place puisque les départements, je vais le dire un petit peu vite, mais je ne vois pas toujours le jeu. Voilà, et certains départements accueillaient beaucoup plus que d'autres. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé ces départements à alerter l'État et à lui demander de légiférer, puisque, et notamment le 93, accueillait et le 94, beaucoup de ces jeunes qui avaient besoin d'une protection, encore une fois, tout à fait particulière. Donc voilà, cette législation existe maintenant. Il y a effectivement une clé de répartition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez atteint le nombre de jeunes mineurs isolés, MNA, j'ai du mal décidément, accueillis, et ce nombre est déterminé en fonction de la population de jeunes que vous avez vous-même à l'intérieur de votre département. Les jeunes en supplément, je vais le dire comme ça, sont réorientés vers d'autres départements qui, eux, n'ont pas atteint leur quota, entre guillemets, de jeunes. C'est très laid de parler de quota, mais voilà, je n'ai pas d'autres termes. Alors, oui, c'est une bonne chose, effectivement. En soi, c'est évident qu'il fallait une législation, il fallait que ça existe. Alors maintenant, certains départements ne jouent toujours pas le jeu et n'acceptent pas d'accueillir ces mineurs. C'est aussi délicat lorsqu'ils ont été accueillis sur le département, par exemple, du Val-de-Marne, et qu'on est obligé de les réorienter, y compris à l'autre bout de la France. C'est un nouveau déracinement pour ces jeunes, donc c'est quelque chose qui n'est pas simple. Mais il faut bien comprendre que tout ce qui est à l'origine de ça, c'est aussi un problème financier, bien sûr, un problème même de budget, qui faisait que les départements accueillants ne pouvaient pas continuer à accueillir l'ensemble de ces populations en difficulté. Donc vous nous avez parlé de vos missions tant en tant qu'inspectrice à l'aide sociale à l'enfance et dorénavant en tant que chef de projet ici au département du Val-de-Marne. Quelles sont pour vous les qualités qu'il faut avoir, et je m'adresse maintenant aux étudiants, pour travailler dans ce domaine qui est la protection de l'enfance? Alors je pense que la première qualité, mais
c'est sans doute celle de tous les juristes, c'est d'avoir de la rigueur. Ça me semble important puisque, en tout cas, le droit de la protection de l'enfance est un droit extrêmement précis, extrêmement particulier, qui obéit à des règles très, très strictes. Et heureusement, hein, on va chez les gens, on place les enfants. Enfin, voilà, c'est un droit complètement dérogatoire à tous les autres droits. Donc, il est extrêmement encadré et tant mieux. Donc, il faut de la rigueur. Hein, je pense qu'effectivement, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut aimer les gens. Enfin, voilà, il faut être complètement dans cette empathie. Alors, je ne vais pas dire non plus l'amour de son prochain, n'exagérons rien, mais le fait en tout cas d'avoir envie d'aider, d'avoir envie de donner, autant qu'on reçoit, et on reçoit beaucoup. Hein, je l'ai déjà dit, quand on donne, on reçoit, et c'est des métiers absolument merveilleux. Je crois qu'il faut aussi avoir envie de s'ouvrir aux autres, d'apprendre d'autres choses, d'accepter d'être remis en cause, d'accepter voilà, de ne pas avoir d'a priori, d'être voilà, dans cette envie d'être vers les autres et de découvrir en permanence et d'apprendre tous les jours. Voilà, je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à la question, mais c'est un petit peu mon idée. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, beaucoup d'humilité. Ça me semble effectivement, j'allais presque dire la qualité primordiale, parce que voilà, beaucoup de pouvoir dans ses fonctions, et donc de se dire chaque fois, est-ce que je prends la bonne décision? Merci beaucoup Christine Buisson d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir reçus ici au Conseil départemental du Val-de-Marne. Je vous en prie, c'était un vrai plaisir en tout cas, tout à fait partagé. Merci à vous. Merci.